En tout cas, j'ai reçu une demande de la part de Jean-Marie. Alors, Super. Bon, par contre, je vous vois plus. Alléluia. Ah, bah par contre, vous me voyez plus. Bon, bah tant pis. Mais nous, enfin, en tout cas, moi, je vous vois. Je sais pas si les abonnés vous voient également, enfin, s'ils nous voient tous les deux et s'ils nous entendent tous les deux. Super, ok. Bon, encore une fois, désolé pour ce contretemps, ça arrive, ce sont les aléas du direct. Mais l'important, c'est que nous soyons là tous les deux et que donc ça va pouvoir commencer. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir dire Jean-Marie Charon, bonjour. Bonjour. Donc, je vous représente un petit peu brièvement, mais donc vous êtes sociologue, et vous êtes même ingénieur d'études au CNRS, et vous vous intéressez aux médias, à l'information, et donc, par la force des choses, au métier de journaliste. Et donc, vous avez écrit à ce sujet d'abord Hier journaliste, qui parlait des journalistes qui quittent la profession, donc généralement au bout de 7 ans. Et puis, vous avez aussi écrit Jeunes journalistes, l'heure du doute, qui porte sur les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes journalistes lors de leur insertion professionnelle. Et c'est plutôt les résultats de cette enquête dont nous allons parler ce soir. Mais peut-être avant, Jean-Marie Charon, un petit mot sur pourquoi vous en êtes venu en tant que sociologue à vous intéresser justement aux médias et peut-être après aux jeunes journalistes. Oui, alors ça, c'est une vieille histoire parce que j'ai commencé à travailler sur les médias dans les années 80. À l'époque, je m'intéressais plutôt à un certain nombre de questionnements, d'interrogations, voire de débats qu'il pouvait y avoir sur les innovations technologiques. À la fin des années 80, à la fin des années 70, début des années 80, l'un des sujets qui agitait les débats, c'était l'arrivée de l'informatique et notamment de l'informatique pour tous, on va dire. On avait notamment eu un très gros colloque organisé par le président de la République de l'époque, donc Valéry Giscard d'Estaing, qui était justement sur cette thématique informatique et société, et en gros de l'informatique pour tous. Et c'est en travaillant sur cette question, on va dire, de la diffusion de l'informatique dans la société, on parlait pas encore d'Internet, mais en revanche, en France et dans d'autres pays, mais surtout en France, on commençait à lancer des réseaux qui permettraient de communiquer à la fois entre les différentes personnes, mais surtout d'accéder à des sources d'information. C'est ce qu'on appelait la télématique à l'époque, et avec la distribution en France d'un petit appareil qui s'appelait le Minitel et qui permettait effectivement de consulter des bases de données, voire parce que les utilisateurs s'étaient emparés de certaines fonctionnalités et ils avaient appris à communiquer entre eux, ce qui n'était pas forcément complètement prévu. C'est ce qu'on appelait les messageries, qui ont eu un certain succès. Et c'est au travers de ces travaux qui portaient plutôt sur la société et l'informatique que je me suis mis davantage à m'intéresser à la manière dont les médias s'adaptaient à cette nouvelle donne. Et puis, en travaillant sur les médias, petit à petit, à davantage me concentrer sur la question du journalisme. Aussi, pour vous remettre un peu dans le contexte, il se trouve qu'à cette époque-là, on avait une revue qui avait été créée par le groupe Bayard, qui est une revue de réflexion sur les médias, qui s'appelait Média Pouvoir. Et sur la base des recherches que j'avais entamées à cette époque-là, et notamment sur la transformation des médias liés à l'informatique, on m'a proposé de prendre la rédaction en chef de cette revue. Et quand j'étais effectivement rédacteur en chef de cette revue, plusieurs années, j'ai été amené à davantage m'intéresser au travail journalistique, à la manière dont on formait les journalistes, etc. Et j'ai publié d'ailleurs en 90 un premier livre qui était le résultat d'une enquête un peu panoramique sur la profession et qui était paru sous le titre Carte de presse. Mais c'est vrai qu'après, j'ai plus été amené à faire des enquêtes sur la profession en tant que telle. Je me suis plutôt intéressé à différents problèmes qui pouvaient se poser aux rédactions ou poser aux journalistes. Par exemple, j'ai travaillé sur les questions
de médias et de justice. J'ai travaillé aussi sur les questions de la confiance dans les médias ou de la crise de confiance, hein, beaucoup aussi sur les questions d'innovation, surtout à partir du moment où la petite télématique qu'on avait créée en France s'est transformée en Internet et avec les transformations que l'on n'a pas cessé de voir se développer depuis que l'Internet existe, avec l'arrivée d'abord des moteurs de recherche, puis les réseaux sociaux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup dans le contexte de la pandémie que, en observant notamment au moment où il y avait les confinements, je surveillais un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux et c'est là que j'ai été alerté pas mal sur la question des journalistes qui annonçaient quitter la profession. Et j'ai eu envie de faire effectivement une recherche sur cet aspect-là qui me surprenait un peu et d'en prendre un peu la dimension. Et à partir du moment où on avait travaillé sur cette question des journalistes qui quittaient la profession, apparaissait un phénomène assez clair, c'est que parmi eux, beaucoup étaient jeunes. D'où l'idée de venir plus particulièrement m'intéresser sur les jeunes journalistes, d'autant que si vous voulez, il y avait un peu un paradoxe. C'est-à-dire d'un côté, on savait que pas mal de jeunes journalistes quittaient la profession. Il y avait notamment un sociologue qui s'appelle Samuel Bourron, qui pour l'Observatoire des métiers de la presse avait obtenu une statistique à partir de la commission de la carte, des dossiers de la commission de la carte, et qui montrait qu'au bout de 7 ans, 40% des cartes de presse avaient été rendues. Donc effectivement, il y avait un phénomène de départ de la profession qui était confirmé statistiquement, si vous voulez. Mais en même temps, si je me tournais vers les écoles de journalisme, sachant que j'ai eu moi-même des périodes où j'ai été formateur au CFJ, des périodes où j'ai présidé la Conférence nationale des métiers du journalisme qui regroupe les écoles reconnues par la profession, quand je demandais aux directeurs et aux responsables des écoles, est-ce qu'il y avait un désamour, est-ce qu'il y avait moins de candidats pour ces écoles, en fait, au contraire, ils me disaient qu'il n'y en avait jamais eu autant. Encore cette année, il n'y a jamais eu autant de candidats pour ces fameux concours. D'où l'idée de qu'est-ce qui se passe dans ces premières années d'exercice de la profession qui vont conduire entre cette espèce d'engouement, d'attraction vers le métier, et puis le fait qu'un certain nombre d'entre eux, heureusement pas tous, mais vont quitter la profession. Voilà. Et donc c'est de ce paradoxe que vous expliquez qu'est né Jeune journaliste, l'heure du doute. Donc c'est votre deuxième enquête, on va dire, sur le sujet donc des journalistes et surtout des jeunes journalistes finalement, puisque vous avez pour ça interrogé 103 jeunes journalistes qui ont tous moins de 30 ans et pour mener votre enquête. Et justement, quelles ont été les conclusions, quelles ont été les découvertes et les résultats de cette enquête? Oui, alors déjà peut-être quelques précisions. Effectivement, c'est une enquête, ce qu'on appelle nous qualitative. Je dis nous, c'est les sociologues qualitative, c'est-à-dire que c'est une enquête par entretien. Alors, ces entretiens, ils sont de plusieurs natures. Il y en a qui se font en face à face, en enregistrant effectivement les propos de celui que l'on interroge. Il y en a qui se sont faits, ça peut paraître un peu paradoxal parce que c'est une méthode que j'avais mise au point pendant les confinements où précisément on ne pouvait pas interroger les personnes en face à face. Et ce sont des échanges de mails. Et en fait, c'est une méthode qui s'est avérée très intéressante parce que ça permettait de suivre des personnes, d'avoir si vous voulez, une discussion dans la durée sur plusieurs mois et d'aller bien au fond des choses. Et puis j'ai testé une troisième méthode qui sont des entretiens collectifs, c'est-à-dire par petits groupes de 5, 6 personnes. Et là encore, c'est une autre dynamique de discussion. Effectivement, globalement, ça fait même maintenant 110 entretiens puisque je continue cette enquête au-delà du livre. Donc, alors quels sont les principaux enseignements? D'abord, si vous voulez, alors ça tient évidemment à la manière dont les entretiens ont été menés. C'est-à-dire, d'abord, je demandais aux personnes quelles étaient leurs motivations, ce qui les intéressait dans la profession de journaliste, comment elles étaient venues au journalisme, et puis comment effectivement elles vivaient ces premières années d'exercice du métier. Alors, je crois que si vous voulez,
le principal enseignement, c'est le décalage qui est quand même pratiquement chez tous, alors avec plus ou moins d'importance et avec des résultats plus ou moins difficiles, mais si vous voulez, c'est un décalage profond entre ce que sont les motivations de départ de ceux qui viennent vers cette profession et puis ce qu'ils aiment faire et ce qu'on leur demande de faire. Alors les motivations, en quelques mots, si vous voulez, d'abord, il faut avoir à l'esprit que personne n'arrive dans la profession par hasard. C'est une profession qu'il est très difficile dans laquelle il est très difficile, à laquelle il est très difficile d'accéder. Il faut faire des études difficiles, des études qui sont très compétitives, très concurrentielles, hein, avec des concours qui sont durs. Et effectivement, si on doit donner une première caractéristique de ces jeunes journalistes, c'est qu'ils ont tous des parcours de formation extrêmement brillants. Et je dirais même d'autant plus brillants s'ils sont issus de milieux sociaux peut-être moins favorisés. Et là, quand je regarde si vous voulez, les CV des uns et des autres, ce sont tous des gens qui ont fait des études très précoces, qui savaient qu'ils devaient faire un parcours bien précis, souvent des études universitaires qui allaient les amener ensuite vers les concours et ensuite dans les écoles de journalisme. Et pourquoi ils s'engageaient à ce point? Eh bien, parce qu'ils avaient une idée de ce métier comme étant un métier passion, un métier utile, un métier dans lequel on allait être en contact avec les gens, un métier aussi qu'ils imaginaient offrir une certaine autonomie, une autonomie notamment intellectuelle, une autonomie réflexive, une autonomie dans la manière de pouvoir pratiquer le métier. Et quand ils sont dans le métier lui-même, ce qui va davantage se dégager, hein, et qui vient conforter, si vous voulez, ou préciser ce qu'étaient les motivations de départ, c'est souvent déjà le fait de vouloir faire du terrain. Alors dans le langage professionnel, ça veut dire à pouvoir aller sur place, là où sont les gens, où se passent les Faire événements. des Là, reportages. voilà, des reportages, des enquêtes, interviewer, enfin, etc. Donc le terrain, qui paraît un élément très important, pouvoir le faire en ayant suffisamment de temps pour approfondir les choses et avec, c'est vrai, souvent un certain, il y a toujours cette question du rapport avec les gens, d'aider les gens, de faire avancer des sujets que les gens révèlent dans cette interrelation qu'ils ont avec les journalistes et quelque part, si vous voulez, de servir la société au travers du service que l'on a de ces gens. Et c'est d'ailleurs un peu une caractéristique qui est probablement propre à cette génération, qui était certainement moins présente dans les générations précédentes. C'est l'idée que c'est pas forcément l'actualité au sens où on l'entend, c'est-à-dire les nouvelles qui défilent hein, notamment sur les sites d'information ou qui défilent sur les chaînes d'information en continu. C'est pas forcément ça qui est la motivation principale. C'est beaucoup plus, au contraire, le fait de se décaler de ce flux de nouvelles et d'identifier des sujets, d'identifier des problèmes, d'identifier des questions qui vont être intéressants pour les personnes que l'on va interroger et qui vont être intéressantes pour la société. Donc ça, c'est, si vous voulez, ce pourquoi on vient vers cette profession très très majoritairement, même si sur la question de l'actualité, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a une partie des jeunes journalistes qui sont toujours un peu, je dirais, dans la vision qu'on avait chez les journalistes plus âgés, qui était davantage de s'intéresser à l'actualité chaude. Et alors, si vous voulez, quand ils vont se retrouver déjà à l'école hein, de journalisme, ils vont tout de suite être confrontés à une conception du journalisme qui n'était pas forcément celle qu'ils imaginaient et qui va être davantage, effectivement, centrée sur l'actualité, centrée sur les nouvelles, traitée plutôt d'ailleurs sur un modèle assez concis, hein, et en ayant d'ailleurs l'impression que on les prépare plutôt à être employables dans les médias, plutôt qu'à réfléchir sur l'information, plutôt qu'à être assez créatifs. Hein, et souvent déjà, dans l'école de journalisme, il y a une interrogation
qui apparaît surtout lorsque ils vont faire le choix de ce qu'on appelle l'alternance, hein, puisqu'aujourd'hui, pratiquement 40% de ces jeunes qui sont en école de journalisme vont faire le choix de l'alternance, c'est-à-dire une partie de leur temps en deuxième année d'école, une partie de leur temps va être consacrée à l'enseignement, mais une autre partie va se passer dans une entreprise, dans une rédaction, à déjà faire le métier de journaliste. Et là, donc, ils vont toucher du doigt un peu en quoi il y a un hiatus entre ce qu'était leur motivation et ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'on leur demande de faire. Et alors, quand ils vont sortir vraiment de l'école, là, si vous voulez, il y a plus de doute. Ils se rendent compte qu'effectivement, on va leur destiner un certain type d'emploi qui est quand même assez éloigné de ce qu'ils espéraient. Alors ils savaient, hein, parce que l'école leur avait dit, souvent même avant l'école, lorsqu'ils s'étaient renseignés sur la profession, on leur avait dit qu'il y aurait des années difficiles, par exemple des années où il y aurait de la précarité, c'est-à-dire où ils ne seraient pas en permanence dans une rédaction, ils seraient soit en CDD, hein, c'est-à-dire sur des périodes déterminées, qui vont se succéder, parfois avec peut-être des périodes de chômage intercalées, ou qu'ils seraient ce qu'on appelle donc en pige, hein, et donc ça c'est un travail, on va dire, article par article, ou geste professionnel, ça peut être lorsqu'on est en radio ou en télévision, ça peut être un reportage, ça peut être une journée de reportage ou des choses comme ça, mais ça va être des choses qui vont devoir être renouvelées, souvent dans des entreprises différentes d'ailleurs, hein. Donc ça, ils savaient qu'il y aurait cette précarité. Et de fait, ils sont très nombreux. Pour vous en donner un ordre de grandeur, 66% de ces journalistes de 30 ans et moins de 30 ans sont dans cette situation précaire, hein. Alors que pour la profession dans son ensemble, c'est plutôt un tiers. Donc vous voyez, il y a presque le double de précarité chez les jeunes. Ensuite, si vous voulez, quel que soit leur emploi, qu'il soit précaire ou qu'il soit en rédaction, même en CDI, on va souvent leur demander de faire, en priorité, de faire un travail sur des supports numériques. Parce qu'ils maîtrisent très bien les supports numériques. On leur a bien appris à l'école, même parfois ils ont commencé à les maîtriser très bien avant même l'école, hein, sur les réseaux sociaux, avec des blogs, parfois dans des web TV de leurs écoles, enfin des choses comme ça. Donc ils maîtrisent très bien le numérique et souvent leurs confrères dans les rédactions plus âgés maîtrisent moins bien ce numérique. Or ce numérique, si vous voulez, ça peut être beaucoup de choses, mais ce qu'on va davantage leur demander de faire sur le numérique, c'est ce qu'on appelle du desk web, hein, quand on est en tout cas en presse écrite ou dans des sites d'information numérique, et c'est de fait être toujours devant son ordinateur pour traiter soit des dépêches d'agence, soit aller chercher de l'information sur des sites d'information, mais si vous voulez, c'est plutôt du retraitement d'informations, c'est pas de la recherche d'informations, donc vous voyez, c'est très loin de ce qu'ils imaginaient au départ. Ça, ils le savaient. Mais toute la question, c'est évidemment de savoir combien de temps ça va durer. Et d'ailleurs, si vous voulez, les gens qui sont interviewés, certains sont sortis de l'école depuis 2-3 ans, ils sont en desk web, certains me disent, bah oui, je le fais, ça m'intéresse, je vois défiler un peu l'actualité, bon, le terrain me manque sans doute, mais ça va. Mais lorsque, si vous voulez, ils ont presque 30 ans, donc déjà les années ont passé, plus beaucoup ne vont me dire bah ça me suffit. J'ai besoin, au contraire, qu'on me dise comment ça va évoluer et sous quelle forme. Donc il y a cet aspect-là dans le numérique. Dans le numérique, il y a aussi autre chose qui va souvent peser dans leur vie, c'est le fait qu'on travaille souvent en brigade, hein, parce qu'on est de plus en plus avec un objectif de pouvoir produire de l'information 24 heures sur 24. Et là, donc, on va travailler 8 heures d'affilée, de telle heure à telle heure, et puis la semaine d'après, ça sera éventuellement d'autres horaires, ou le mois d'après, d'autres horaires, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu la notion de travail en brigade, hein, travail en équipe, qui ressemble un peu à l'usine, hein. Quand vous êtes dans les usines, on travaille aussi en brigade, 3x8 ou des choses comme ça. Et puis il y a une autre notion qui va souvent être extrêmement mal perçue,
c'est le fait de se voir donner des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire, on pourrait dire quasiment des cadences, quoi. Certains me disent, bah, je dois produire tant de papier par jour, ou d'autres me disent c'est tant de papier par demi-journée, d'autres c'est tant de papier par heure, même dans certains sites. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de notion qui s'éloigne, mais vraiment de très très loin de cette idée d'avoir le temps, de cette idée de rencontrer des gens, de faire des choses qui soient intéressantes. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas en presse écrite, tout le monde n'est pas en site web, mais on est aussi, quand on est en radio et en télévision, là ça va être davantage certes du terrain, donc là on va aller sur le terrain, mais c'est un terrain, je dirais, à l'arrache. C'est-à-dire souvent ce qu'on va leur demander d'abord à eux, parce que les plus âgés souvent ne veulent pas le faire, c'est ce qu'eux-mêmes appellent les fameux micro-trottoirs, même si c'est pas toujours du micro-trottoir en tant que tel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, tu vas me chercher ça auprès de tel type de personne et tu vas me ramener ça. C'est-à-dire une espèce de travail pré-mâché où ils ont le sentiment que ce sont leurs chefs, hein, c'est les termes qui sont utilisés, les chefs, donc la hiérarchie, qui définit complètement ce que doit être le contenu de l'information en fonction parfois d'un certain nombre d'a priori, de pré-pensées. Et du coup, vous voyez, quand je parlais tout à l'heure que dans les objectifs et les motivations, il y avait une certaine forme d'autonomie et d'autonomie intellectuelle, ben là, ils ont le sentiment d'avoir complètement perdu cette autonomie. Alors, bien sûr, tout le monde ne travaille pas tout le temps, dans la durée, dans des desks web ou c'est souvent dans les toutes premières années. Mais ensuite, si vous voulez, il y a des concours de circonstances qui vont pouvoir intervenir, c'est-à-dire en fonction de la rédaction parfois dans laquelle on a fait son alternance, en fonction des contacts qu'on a eus en école, de conseils qui vous ont été donnés par vos formateurs. Il y a tout un concours de circonstances qui vont faire qu'on va parfois se retrouver plutôt plus proche de ce qu'on avait envie de faire. Hein, et un certain nombre de journalistes, de jeunes journalistes, font à peu près ce qu'ils avaient envie de faire. D'autres, au contraire, ont le sentiment que c'est assez éloigné de ce qu'ils avaient envie de faire, voire quelque chose de complètement différent. La question, si vous voulez, c'est quand, puisqu'il y a une centaine de personnes interviewées, c'est quelle est la proportion. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que la proportion de ceux qui ne sont pas satisfaits, ceux qui ont le sentiment que le compte n'y est pas, on va dire, sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont satisfaits. Donc il y a cette dimension-là qui intervient et qui va conduire à une observation, moi, qui me frappe beaucoup, c'est la très grande difficulté à pouvoir se projeter. Hein, c'est-à-dire quand je leur demande comment vous voyez comment vous voyez dans la profession dans 2 ans, dans 3 ans. Je ne parle pas de 20 ans, je ne parle pas de 15 ans, parce que souvent on me dit aujourd'hui, oui, mais c'est comme ça, les jeunes ne peuvent pas se projeter dans l'avenir, etc. Peut-être, mais là je parle de 2 à 3 ans. Effectivement, il y a une très grande... Personne n'est capable de me dire exactement, voilà ce que je ferai exactement. Quoi. Et certains me disent peut-être que je ne serai plus journaliste. Et ce qui me frappe d'ailleurs, c'est qu'ils le disent souvent avec une certaine, comme quelque chose d'un peu banal, quoi. Alors, par ailleurs, si vous voulez, il n'y a pas simplement cette question de ne pas se projeter ou de ne pas être sûr d'être dans le journalisme, mais il y a aussi le fait qu'un certain nombre d'entre eux vont quitter délibérément les rédactions, hein, même parfois lorsqu'ils ont obtenu des CDI, ce qui est ce qui est assez difficile, hein. Certains ont obtenu des CDI, mais vont quitter ce CDI parce que ce qu'on leur demande de faire, l'ambiance parfois de la rédaction aussi, ne leur semble pas vraiment suffisamment correspondre à leurs espoirs et à leurs envies, à leur motivation. C'est pas simplement des envies, des motivations. Et certains vont revenir vers la précarité, mais une précarité différente, hein. C'est ce qu'on pourrait appeler ce qu'eux-mêmes souvent appellent la piste choisie. Et d'ailleurs, je suis frappé par le fait qu'un certain nombre d'entre eux, qui n'ont pas envie de travailler seuls, qui n'ont pas envie non plus de se confronter complètement à cette insécurité qui est souvent le travail à la pige, ils vont retrouver des groupes de journalistes, hein, ce qu'on appelle des collectifs de journalistes, qui vont leur apporter parfois des moyens techniques, parfois un lieu de travail,
la possibilité d'échanger avec d'autres journalistes, parfois même des échanges très réguliers, comme en conférence de rédaction, hein, certaines, voire monter des projets qui vont être développés par le collectif. Alors ça peut être des projets à la marge du journalisme lui-même. Beaucoup de collectifs de journalisme, par exemple, font de l'éducation aux médias et à l'information, donc tournés vers des publics non journalistes. Parfois, certains montent des projets éditoriaux complètement de toutes pièces. Hein. Je pense par exemple à un collectif comme YouPress, hein, qui a monté un projet qui est développé depuis quelque temps maintenant, qui s'appelle Femmes à battre, pardon, qui porte sur des cas de femmes politiques qui ont été tuées hein, dans l'exercice de leur métier. Et là, c'est un projet qui a été monté par ce collectif YouPress, qu'il a d'abord publié, si je me souviens bien, sur Mediapart sous forme de série, hein, de série de reportages, série d'enquêtes, et qu'il est en train de préparer, il y a d'ailleurs sous forme de BD. Là, c'est un exemple de collectif et dans lequel effectivement un certain nombre de journalistes font le choix de cette pige indépendante, hein, sachant qu'ils savent très bien que ça a des contraintes, hein, par exemple des contraintes dans la vie matérielle, pas forcément en termes de rémunération, mais c'est beaucoup plus difficile de se loger, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une projection dans sa vie de tous les jours lorsqu'effectivement on est dans cette piche qu'eux-mêmes appellent la piche choisie. Donc voilà, donc je pense que vous avez effectivement bien résumé votre enquête en fait, jeune journaliste, l'heure du doute. Donc effectivement avec ce paradoxe de plus en plus de personnes qui veulent devenir journalistes, mais de plus en plus de jeunes journalistes qui ne s'y retrouvent pas, voire qui songent à quitter la profession. D'ailleurs, si dans mes abonnés, dans le chat, vous avez envie de réagir, peut-être que c'est une situation qui vous parle, n'hésitez pas non plus à poser vos questions à Jean-Marie Charon. Il est là pour ça ce soir, pour répondre à vos questions. Et moi, je dis ça parce qu'effectivement, j'ai lu votre enquête et en fait, en tant que jeune journaliste, je me suis complètement retrouvée dedans. Tout ce que vous venez de décrire longuement, donc la précarité, le doute sur l'avenir, et ben c'est des choses que je vis moi-même, et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir qu'on n'est pas tout seul, et peut-être que c'est à ça que peut servir cette enquête. Mais je pense que, enfin en tout cas c'est ce que vous m'avez dit, cette enquête est pas forcément que à destination des jeunes journalistes, donc ça fait du bien, mais, mais ça a pas uniquement vocation à ça, et vous vous adressez aussi peut-être aux plus vieilles générations. Oui, tout à fait. Je pense que dans cette enquête, je l'ai déjà un peu laissé entendre. Euh, il y a plusieurs types d'interlocuteurs auxquels les jeunes journalistes sont confrontés. D'abord leurs confrères. Souvent dans les rédactions, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont être parfois un peu stigmatisés, parfois même pas toujours, mais parfois un peu stigmatisés par leurs confrères. Par exemple, on va leur reprocher de ne pas vouloir consacrer la totalité de leur temps de vie à leur métier, mais d'avoir une vie aussi à l'extérieur du métier, ou on va leur reprocher de ne pas concevoir je dirais le métier, par exemple, de ne pas accepter certains types de gestes professionnels. Par exemple, c'est vrai que ce journalisme que eux vivent beaucoup trop pour très nombreux qu'ils appellent le journalisme assis, d'ailleurs le fait de toujours être devant son ordinateur et de ne pas aller sur le terrain ou pas y aller suffisamment, par exemple. Donc là, il y a toute une série de sujets comme ça qui sont des sujets d'incompréhension ou de discussion avec leurs confrères. Et donc, je pense que là, il y a dans cette enquête une volonté de relayer un peu, si vous voulez, cette discussion qui se fait pas toujours très bien dans les rédactions, hein, où les choses sont parfois un peu coupées. Et puis surtout, comme vous l'avez, je crois, suggéré, il y a aussi toute cette question du rapport aux hiérarchies. Alors, aux hiérarchies, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être
leurs cadres les plus directs, hein, ceux qui leur donnent leurs consignes au jour le jour, hein, et qui le font parfois effectivement avec des manières de faire qui ne les satisfont pas. On pourra éventuellement dans la discussion revenir sur ce qui effectivement est problématique. Disons qu'il y a un mode de management, hein, des équipes de journalistes et qui tout particulièrement s'adresse aux jeunes journalistes, qui est plutôt parfois assez brutal, assez violent, et que ils ont du mal à supporter ou qui leur donne pas suffisamment d'autonomie intellectuelle, par exemple, beaucoup trop de choses prémâchées. Et puis les hiérarchies aussi à un niveau peut-être plus élevé, où là devraient être prises en compte des questions comme celle de la précarité, hein, c'est-à-dire quand on évoque le fait que plus de 60%, enfin deux sur trois sont confrontés à de la précarité et à des difficultés de vie liées à cette précarité, sans qu'on leur donne souvent des perspectives même en termes de délai, hein, pour pouvoir rejoindre vraiment une rédaction de manière fixe. Tous ces éléments, donc, je pense, sont importants à faire passer à la fois vers la hiérarchie intermédiaire, mais aussi vers la hiérarchie à un niveau plus important. Mais je crois qu'il y a aussi il y a un autre type d'interlocuteur qui est recherché par un livre, enfin par une enquête comme celle-là et par un livre comme celui-là. Et là, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore dans notre discussion, c'est le rapport à la société. Parce qu'il y a un sujet aussi qui est souvent présent et mal vécu par les jeunes journalistes, c'est effectivement le sentiment qu'ils ont que le rapport à la société a un peu basculé, c'est-à-dire que cette profession qui souvent a été une profession qui était plutôt qui bénéficiait d'une certaine aura, qui était souvent bien vue, aujourd'hui est une profession qu'ils ont le sentiment de vivre comme étant plutôt décriés, voire subissant même, si vous voulez, des comportements qui peuvent être des comportements de quasi-hostilité, hein. Pour vous en donner quelques exemples, c'est par exemple l'expérience que font ceux qui peuvent aller sur le terrain. J'ai dit que beaucoup étaient devant leurs ordinateurs, mais un certain nombre vont aussi sur le terrain. Et là, on l'a vu par exemple au moment du mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu de nouveau au moment des retraites, enfin, et là, ils ont souvent été confrontés à une certaine forme de violence, de rejet, hein. Certains, par exemple, qui étaient chargés de porter du matériel comme des caméras ou des choses comme ça, ont vu leur matériel abîmé, ils se sont fait bousculer, invectiver, hein. Ceux qui allaient sur les ronds-points parfois étaient assez mal reçus. Donc ça, c'est un premier type de constat qui peut les avoir marqués. Il y a aussi le fait que très souvent, ces jeunes journalistes, on va leur demander d'être ceux qui vont être, je dirais, les interlocuteurs de la rédaction sur les réseaux sociaux. Et là aussi, sur les réseaux sociaux, ils vont se retrouver avec comment dire, des attitudes parfois très hostiles, hein, de la part de leurs interlocuteurs. Il y a aussi parfois le fait que lorsqu'on leur demande de faire des interviews, des reportages, leurs interlocuteurs, hein, ce qu'on appelle souvent les sources, hein, qui apportent, disons, des éléments pour pouvoir faire leur travail d'information, eh bien, ces sources sont souvent maintenant dans des attitudes de défiance. Ouais. Une défiance, certains vont refuser de les recevoir, ou certains vont leur imposer des conditions pour être interviewés qui vont être pas très confortables. Et puis surtout, très souvent, il y a une marque de défiance qui va prendre la forme de je veux relire mes propos, je veux lire ce qui va être publié avant publication, alors quelle que soit la forme de publication. Donc là aussi, il y a cette forme de défiance. Et puis un certain nombre, oui,
Et non, mais parce que du coup, c'est quelque chose d'assez sombre en fait finalement que vous décrivez. Donc la défiance de la société, des heures de travail qui sont pas forcément très compatibles avec la vie personnelle, un non-respect des personnes hiérarchiquement supérieures pour le travail fait par le jeune journaliste. Et donc du coup, il y a une question qui a été posée, c'est est-ce qu'il y a des solutions en fait, parce que ça peut faire peur quand on arrive là sur ce live et puis on voit que finalement être jeune journaliste, c'est pas si cool que ça. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent Alors, je pense, si vous voulez, qu'il y a deux ordres de problèmes. Il y a des choses que supportent les jeunes journalistes et qui sont la résultante de la situation des médias actuels. Si vous voulez, j'ai tendance, dans certains débats auxquels je vais, des vieux journalistes ou des responsables de rédaction me disent mais ça a toujours été comme ça. Bon, oui, c'est vrai, c'est pas toujours simple d'être jeune journaliste, mais bon, au bout de quelques années, les choses s'arrangent, enfin, etc. Sauf que si vous voulez, les jeunes journalistes qui arrivent actuellement dans les rédactions arrivent dans un contexte où les médias sont sous une forte contrainte, et notamment sous une forte contrainte économique. Euh, Si vous voulez, on a certains médias, on va prendre le cas de la presse écrite, hein, qui est quand même le média, c'est peut-être pas le média qui est le plus consulté par le grand public, mais en tout cas, c'est le média qui emploie le plus de journalistes, hein. Eh bien, la presse écrite, dans les dernières années, a perdu 30% de son chiffre d'affaires, hein. Donc, moins de revenus, alors que, eh bien, il va falloir non seulement continuer à imprimer les journaux, donc à faire un travail de journaliste pour ce qu'on va imprimer, mais les mêmes médias vont devoir travailler sur des supports numériques, vont devoir à la fois traiter du son, traiter de l'image. Euh, donc, on a davantage de travail, un travail d'ailleurs qu'il est beaucoup plus difficile, je dirais, d'organiser dans le temps parce que les temporalités des différents supports ne sont pas les mêmes, hein, donc c'est quelque chose qui vient perturber encore plus le travail des journalistes. Or, les journalistes sont plutôt moins nombreux, hein, puisque on sait que la profession, en tout cas selon enfin, c'est un phénomène général, hein, mais en France, on sait que depuis une grosse dizaine d'années, le nombre de journalistes a baissé de 10%. Donc là, si vous voulez, il y a une tension qui s'exprime pour eux et qui va effectivement rejaillir sur leur travail. Je vais vous demander de me reposer la question parce que je suis parti un peu dans la, Oui. je suis un peu parti Non, dans les. c'était pour savoir si au cours de votre enquête, vous aviez vu des Oui, solutions qui étaient esquissées, par exemple un média qui mettait en place certaines oui. choses. Oui, donc ce que je commence à vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des aspects qui sont pas simplement des problèmes d'organisation, mais qui sont aussi des problèmes de contraintes économiques que les médias ont davantage à supporter et qu'ils vont de fait davantage faire supporter par leurs jeunes journalistes, par les journalistes en général, mais aussi par leurs jeunes journalistes. Si vous voulez, donc, ils sont pas plus nombreux, au contraire, ils sont plutôt moins nombreux et ils doivent s'exprimer sur davantage de supports. Et donc, ils vont avoir des journées qui sont beaucoup plus lourdes, hein, à supporter. Donc, c'est une dimension qui va effectivement, euh, qui peut être certainement abordée par les hiérarchies, hein, mais incontestablement, ça va être un fond de carte qui n'est pas très favorable. Et ensuite, si vous voulez, c'est là que je pense qu'il y a un travail qui peut être davantage euh, abordé par les entreprises de médias, c'est effectivement le fait de davantage prendre en compte euh, que les jeunes journalistes qu'ils ont en face d'eux, qui sont d'ailleurs extrêmement bien formés, qui souvent d'ailleurs sont les seuls à pouvoir utiliser la totalité des outils
utilisent les médias, hein, notamment lorsqu'on fait du multimédia, lorsqu'ils sont là pratiquement les seuls à pouvoir tout faire, à maîtriser tous les formats, hein, eh bien, il faut effectivement davantage intégrer ce que sont je dirais leurs conditions d'activité, et notamment le fait que ils n'ont pas forcément la même conception que les générations précédentes, hein, que notamment ils ont des attentes en termes d'organisation de leur vie personnelle. Par exemple, si vous voulez, on est dans une profession à tort ou à raison. Alors, est-ce que c'est un mythe et qu'on est en train de faire dégonfler, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est transformé? Mais euh, on a souvent des hiérarchies qui ont tendance à dire, mais on est journaliste 95% de son temps, si vous voulez. Or, précisément, dans cette génération-là, on considère qu'effectivement, on a un travail qui est prenant, qui est difficile, mais qu'on a aussi une vie à côté de ce travail, et que dans cette vie, il y a d'autres préoccupations qui peuvent être d'avoir des loisirs, qui peuvent être d'avoir d'autres activités intellectuelles, ça peut être des activités dans des ONG, ça peut être de faire du sport, enfin, quels que soient les choix personnels des uns et des autres, mais que il y a donc une attente du fait qu'il y ait une organisation du travail qui permette précisément d'avoir davantage cette maîtrise de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. Et puis il y Mais a oui. est-ce que au-delà même du changement des mentalités, donc les jeunes qui veulent effectivement avoir un meilleur équilibre vie perso, vie pro, il n'y a pas aussi tout simplement le fait que c'est plus difficile d'être jeune journaliste aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, et que ça, c'est pas forcément perçu par les vieilles générations qui se disent, bon, bah, moi, c'était dur, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est encore plus dur maintenant. Alors, incontestablement, et ça, je pense que c'est quelque chose que les rédactions, et notamment les cadres de rédaction, voire les anciens journalistes, on n'ont pas l'air de vouloir voir, c'est qu'effectivement, les conditions de l'activité sont plus difficiles, hein. Il y a, par exemple, en termes d'organisation du travail, il va effectivement y avoir un certain nombre d'activités que les médias vont devoir développer, que les médias développent. Par exemple, si vous prenez tout ce qui est proposé par les sites d'information, hein, qui proposent une information pratiquement 24 heures sur 24, une information où il y a peu de valeur ajoutée, où il va y avoir beaucoup de retraitement de nouvelles, hein. Donc, ce type de phénomène, effectivement, euh, est davantage pris en charge par les jeunes journalistes, et c'est quelque chose effectivement que leurs prédécesseurs n'ont pas eu à connaître. Donc, si vous voulez, il y a des aspects dans l'organisation du travail qui va faire que effectivement les jeunes journalistes, alors les anciens vont dire mais c'était déjà comme ça dans notre temps, il fallait déjà voir faire ses preuves, etc. Certes, mais probablement que les modes d'exercice du métier avec une très faible valeur ajoutée euh, vont davantage peser. Ensuite, si vous voulez, il y a des conditions matérielles qui sont beaucoup plus difficiles. Par exemple, il y a davantage de précarité, hein. La précarité est un phénomène qui existait déjà, mais il y a davantage de précarité que ce n'était le cas précédemment. Tout à l'heure, je donnais le chiffre des, y compris des départs liés précisément à ces phénomènes de précarité. On avait déjà ces phénomènes qui existaient par le passé, mais pas dans les mêmes proportions. Donc, et puis il y a aussi des conditions, je pense qui découlent, si vous voulez, de ce que je disais tout à l'heure sur les difficultés que connaissent les médias en termes de modèle économique, hein, et qui tiennent au fait qui vont se traduire par le fait que les conditions de vie, les conditions notamment de rémunération des jeunes journalistes vont être beaucoup plus difficiles, enfin, notamment aujourd'hui.
très fréquemment, un jeune journaliste va effectivement être rémunéré au SMIC ou autour du SMIC. Il faut quand même, et là, il y a aussi, si vous voulez, à prendre en compte les parcours qui ont été pris par ces jeunes journalistes pour faire ce métier. Ils ont fait déjà des études avant l'école de journalisme, et ceux qui les ont accompagnés en université ou dans des grandes écoles parfois avant d'aller en école de journalisme, qui restent leurs amis, leurs copains, les personnes qui vont continuer à fréquenter, eh bien, ils peuvent observer chez ces autres personnes, leurs congénères, que s'ils sont allés dans d'autres secteurs, eh bien, leurs conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes. Ça peut être en termes d'horaire, ça peut être en termes d'intérêt du travail, et c'est souvent aussi en termes de rémunération. Et donc ces éléments-là vont faire que précarité, rémunération faible, le fait de se voir réserver des tâches qui sont les moins intéressantes en matière d'activité professionnelle, eh bien, vont les amener à faire des comparatifs et souvent, eh bien, à décider de quitter cette profession. Et en parlant de comparatif, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé des journalistes français, puisque c'est le but de votre étude, mais est-ce que vous avez un peu de données pour comparer sur ce qui se passe ailleurs en Europe ou même dans d'autres pays? Est-ce que la France, finalement, fait figure d'exception ou en fait on retrouve ce phénomène un peu partout ailleurs? Alors, en tant que chercheur, j'ai pas trop envie de vous répondre. Dans la mesure où en général, je préfère parler comment dire, sur des enquêtes et des travaux réalisés, et on a peu de travaux comparatifs, si vous voulez. Après, ce qu'on D'accord. appelle comparatif d'un pays à l'autre. Ceci dit, on a quand même quelques données, si vous voulez, générales hein, sur la profession et qui laissent penser que les mêmes phénomènes se retrouvent Mm. ailleurs, c'est-à-dire que vous avez des pays très de grands pays de médias où on a connu des baisses d'effectifs de journalistes très importantes. Tout à l'heure, je disais que la profession avait baissé un peu dans les 10 dernières années, elle a baissé de 10% en France. Pour vous donner des ordres de grandeur, aux États-Unis, dans les années 2000-2010, ça a parfois été, ça dépend des périodes, hein, parce qu'ils sont davantage, ils n'ont pas les mêmes systèmes comment dire, de régularité dans les emplois. Vous savez qu'on licencie beaucoup plus vite et on embauche beaucoup plus vite, notamment aux États-Unis, mais à certaines périodes, c'est pas loin de 30% de la profession qui effectivement avait quitté la profession. Les questions de précarité aussi, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de, nous on dit pige, mais dans beaucoup d'autres pays on va parler de freelance. Hein, c'est aussi des phénomènes qu'on va retrouver dans beaucoup de pays. Donc, en fait, quand on travaille, moi effectivement, je commence un travail avec une collègue belge, j'ai des contacts assez réguliers avec des confrères et consoeurs, plus exactement, en Suisse, par exemple, et je vois qu'ils identifient quand même un certain nombre de problèmes de manière assez proche. Mm. Hein. Alors après, il y a des spécificités. Hein. Par exemple, effectivement, euh, par exemple en Belgique, on a un système où on n'a pas ce système extrêmement sélectif pour rentrer dans la profession comme c'est le cas en France, où il y a davantage de jeunes journalistes qui vont entrer dans les rédactions et en quelques années, beaucoup vont ressortir, mais parce qu'on a effectivement un système qui n'est pas du tout sélectif à l'entrée. Mais globalement, hein, quand on commence à essayer de comparer les sujets qui se posent, on a quand même une certaine proximité, me semble-t-il, qui peut se retrouver dans, euh, dans les expériences que font les jeunes journalistes. Oui. Donc finalement, c'est pas forcément une exception française ce système. Et en soi, c'est assez logique puisque c'est aussi en partie créé par l'arrivée d'Internet et la numérisation. Donc il y a Internet partout maintenant. Donc voilà. Et Sachant, alors on sachant, arrive. Oui. sachant que, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein,
l'Internet en soi n'est pas quelque chose de nuisible pour le journalisme. Au contraire, c'est une manière c'est énormément d'opportunités pour pouvoir exercer un journalisme différent. Ça peut être par la vidéo, ça peut être par le son, ça peut être évidemment par l'écrit, et ça a souvent permis de régénérer, je dirais, les gestes journalistiques par rapport aux anciennes manières de travailler. Mais ce qui pèse et qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que l'économie de l'Internet, elle, euh, a, des, a, des, a une particularité qui est qu'on a de grands opérateurs qui sont devenus dominants dans cet univers de l'Internet qu'on connaît tous, hein, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les moteurs de recherche, hein, les Google et autres, etc. Et ce sont eux qui, maintenant, captent la plupart des revenus des médias. Hein. Autrement dit, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça peut paraître incompréhensible, je vous disais tout à l'heure que dans les 15 dernières années, la presse écrite a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Oui. Eh bien, c'est directement lié à cette captation des revenus, par exemple des revenus de la publicité, par ces grands opérateurs. Donc, si vous voulez, il y a des éléments qui expliquent pourquoi le fait que les jeunes journalistes, en premier chef, mais l'ensemble de la profession, euh, avec l'Internet, à la fois a des opportunités de renouveler ses gestes professionnels, de renouveler sa manière de travailler, et ce sont des opportunités, mais en même temps doit vivre quelque chose qui n'a rien à voir, qui est le déplacement, si vous voulez, de l'économie vers ces grands opérateurs de l'Internet, sachant que les médias sont de plus en plus dépendants de ces grands opérateurs et voient, eux, leurs revenus diminuer. Et ces revenus diminuent à un moment qui est très délicat, hein, puisque c'est justement au moment où ils doivent se redéployer et se réinventer en termes éditorial, hein, se redéployer sur davantage de supports et réinventer les choses sur le plan éditorial. D'accord, ok. Et donc on arrive sur la fin du live, il est déjà 20 heures passées. Peut-être une dernière question, si quelqu'un veut poser la dernière question, eh bien allez-y, c'est le moment. Et en attendant que vous tapiez sur votre clavier cette fameuse dernière question, je me permets de rappeler donc que toute cette discussion en fait est fondée sur votre enquête qui s'intitule Jeune journaliste, l'heure du doute, qui n'est pas encore disponible, mais ah bah voilà, vous avez, moi je ne l'ai pas encore, mais par contre, Hier journaliste, votre précédente enquête peut être achetée en librairie, mais donc pour jeunes journalistes, il faudra encore attendre un petit peu. Et on me posait tout à l'heure la question de savoir si dans cette enquête le manque de diversité était abordé, et donc je peux répondre que oui, effectivement, c'est un sujet que vous abordez dans l'un des chapitres de l'enquête. Donc pour Oui, en savoir plus, il faudra attendre la sortie du livre. oui. Sachant que le manque de diversité, c'est un peu une belle occasion manquée, parce que les transformations de la formation de journaliste, les transformations de la formation de journaliste, pardon, notamment grâce à l'alternance que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, a permis à des jeunes qui jusqu'à présent ne pouvaient pas faire ces études de journaliste, hein, venant de milieux moins favorisés économiquement, de pouvoir faire ces études. On a davantage aujourd'hui que ce n'était le cas précédemment de jeunes journalistes en formation qui viennent de milieux de petits employés, ouvriers, professions de service, pas forcément petits agriculteurs. On a une diversité que l'on ne connaissait pas beaucoup dans la profession, et ça a souvent été relevé, le fait d'être beaucoup trop homogène sociologiquement. Eh bien, dans les écoles, cette diversité a progressé. Mais le problème, c'est que même si ces jeunes gens venant souvent de ces milieux différents sont très brillants, et d'ailleurs pour pouvoir accéder aux écoles de journalisme, ils ont dû être extrêmement brillants, eh bien, ils ne peuvent pas se permettre cette période de précarité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire sortant de l'école de journalisme,
cette précarité et ces faibles revenus vont immédiatement se traduire par le fait que les jeunes journalistes sont dépendants. Ils sont dépendants de leur famille. Et lorsqu'on est dans des milieux pas forcément très favorisés, mais des milieux, la grande majorité aujourd'hui viennent plutôt de milieux comme les enseignants, les professions du soin, enfin un certain nombre de professions intermédiaires. Là, les familles peuvent les soutenir pendant quelques années financièrement, les héberger, etc. Mais lorsqu'on vient de milieux très populaires, eh bien, c'est impossible. Et là, du coup, il va y avoir immédiatement une très grande difficulté matérielle qui va s'imposer et un certain nombre vont être obligés effectivement d'abandonner, non pas parce que le métier leur plaît pas, même si ça peut être aussi un sujet comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais y compris parce que c'est intenable financièrement pour eux. Oui, c'est vrai que c'est dommage puisque la diversité dans les médias, c'est quelque chose de précieux par ailleurs. Et donc la dernière question qui vient d'arriver, c'est est-ce que dans certains médias contactés, il y a un souhait de réformer l'entrée des jeunes journalistes dans leur entreprise? Donc par exemple, on pense au fameux planning pour Radio France. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, si vous avez des informations de médias qui ont changé leur manière de recruter aussi pour pallier ce manque enfin ces difficultés plutôt d'entrer dans la profession. Alors, si vous voulez, je pense que, en tout cas, c'est un peu la vocation de cette enquête. On en parlait tout à l'heure. Hein. Pourquoi faire cette enquête? À qui est-elle destinée? Effectivement, elle est en grande partie aussi destinée aux entreprises. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est effectivement la diversité de la réception, même pendant l'enquête, quand j'expliquais pourquoi je la faisais, etc. Je pense qu'un certain nombre, par exemple, de quotidiens, hein, je pense à la presse régionale, une partie de la presse régionale, je pense à un quotidien comme Ouest France ou le Télégramme ou d'autres, sont effectivement dans une réflexion sur leur organisation et effectivement sont assez interpellés par ce type de problématique hein, autour des jeunes journalistes. Mais on en voit d'autres qui sont beaucoup plus indifférents. Mm. Et il y a aussi cette situation, puisque vous évoquiez le planning, c'est vrai que là, on est face à une organisation comme Radio France, mais on a à peu près l'équivalent pour France Télévisions, Mm. euh, où là, l'encadrement a l'impression d'avoir bien fait les choses euh, et que ça ne marche pas si mal que ça. Et donc, ça va être plus difficile de faire passer le message selon lequel, ben non, c'est pas si simple que ça. Il y en a beaucoup qui vont renoncer et il faut encore aller plus, il faut davantage aménager cette entrée dans la profession. Et puis, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un certain nombre d'entreprises, et c'est parfois le cas notamment dans l'univers, je dirais, un peu des startups de médias, hein, qui certains d'ailleurs n'ont pas toujours le statut de média au sens classique du terme, hein, eh bien là, parfois, il y a pas une vraie volonté de changer les choses, avec un danger, si vous voulez, on l'évoquait tout à l'heure, il y a toujours énormément de candidats vers la profession, hein, pour cette profession. Ces candidats, ils sont bien formés, et le risque, c'est d'avoir un certain nombre d'entreprises qui se disent bon, bah, peut-être que ça se passe pas très bien, mais bon, il y en aura toujours pour les remplacer, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui risque de se passer, c'est-à-dire d'avoir un peu une évolution à deux vitesses, c'est-à-dire des rédactions qui réfléchissent davantage sur leur capacité, parce qu'il y a un enjeu incontestable. Mm. Les jeunes journalistes, d'une part, leur amènent un regard différent hein, que n'ont pas les plus anciens, et une maîtrise technique que les anciens n'ont pas non plus. Donc, je dirais, on est dans la politique du pire en se disant, bah, tant pis, on trouvera toujours des jeunes journalistes, puis on les usera, tant pis. Mais d'autres vont davantage s'interroger sur comment les faire évoluer et les intégrer davantage dans leurs équipes. Bon, mais j'espère que ceux qui veulent devenir journalistes ont bien noté les entreprises dans lesquelles il faut aller, du coup. On va conclure sur ça. Merci Jean-Marie Charon d'avoir été pendant cette heure avec nous et de nous avoir expliqué en long et en large toutes les difficultés que peut rencontrer un jeune journaliste en sortant d'école.
Et merci aussi à ceux qui ont suivi le live jusqu'au bout. Je crois qu'il y en a quelques-uns, donc bravo à eux. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour un prochain live. Pas forcément avec vous, Jean-Marie, mais si vous voulez revenir, il n'y a pas de souci. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà. Merci à vous, en tout cas, pour cet accueil et merci à ceux qui ont suivi l'échange. Voilà. Ok, très bien. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.